Salut la compagnie, c'est Gilles Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, j'ai décidé d'enfin franchir le pas et de voir mon premier film de Jean-Luc Godard. Et oui, il était temps que je découvre ce réalisateur et j'ai commencé par sa première réalisation, sortie en 1960 donc, À bout de souffle, qui met à l'honneur au casting un certain Jean-Paul Belmondo qui à l'époque n'était encore qu'un jeune premier qui n'avait pas fait beaucoup de films. On retrouve aussi l'actrice américaine Jean Seberg. Voilà. Alors, ça fait un moment que je dois m'attaquer au bonhomme, à Monsieur Godard, qui est l'un des instigateurs de la nouvelle vague. Et il faut dire que j'avais un peu peur de m'intéresser à ses œuvres parce que je sais que pas mal de gens le détestent. Il divise beaucoup, notamment récemment, mais replacé dans son contexte donc des années 60, il était quand même très important que je me fasse enfin un de ces films pour voir exactement ce que voulait dire, grosso modo, le terme nouvelle vague au cinéma. Même si, avec le recul, forcément, depuis des nouvelles vagues et des révolutions cinématographiques, il y en a eu des tas et des tas. Bref, j'ai donc franchi le pas et je suis allé tout naturellement sur son premier film, que j'avais en réserve depuis un petit moment et dont j'avais vu quelques extraits, donc voilà. Je me suis dit, je risque pas grand chose, et au pire, même si j'accroche pas, j'en parlerai quand même. Du coup, j'en parle, mais avant de dire ce que j'en ai pensé, je vais faire un petit synopsis. C'est donc ce film l'histoire d'un jeune voyou nommé Michel Poicart, joué par Belmondo donc, qui, on voit au début du film, décide de voler une voiture à Marseille pour aller sur Paris retrouver une américaine dont il est tombé amoureux et l'inviter à partir loin, à tout abandonner, à partir à Rome, en Italie, enfin en Italie en général, et vivre une vie, on va dire, de rêve. Parce que Michel Poicart, un jeune voyou un peu désœuvré et solitaire, sent que sa fin est potentiellement proche et que les erreurs de son passé vont le rattraper. C'est donc au final ce film une course contre le destin, un destin censé être funeste, donc puisque qui dit voyou dit prison à la fin, ou pire, si jamais il essaye de trop échapper à la police. Et voilà, il essaye de changer de vie et de laisser se passer derrière lui et de profiter des choses. Sauf que, n'est-ce pas un peu trop tard? Michel Poicart donc va passer le film à courir après la jeune américaine, à courir pour donc, on va dire, semer les embûches qu'il a créées auparavant, d'où le titre À bout de souffle. Sauf que voilà, sur la route entre Marseille et Paris, il commet l'irréparable, puisqu'il tue un gendarme. Voilà, et à partir de là, on sent très bien que le point de non-retour est atteint, et que ça renforce d'autant plus son idée d'essayer de partir loin, et de vivre une vie avec cette fille dont il est fou. C'est c'est un, c'est un synopsis assez simple au final, et ça fait d'ailleurs de ce À bout de souffle une sorte de mélange entre film noir, un peu à l'ancienne, sans les hommages aux films des années 40-50 américains. Hein. D'ailleurs, le film est tourné en noir et blanc, alors que dans les années 60, on avait quand même déjà quelques films en couleur. Film dramatique, donc un peu de comédie aussi, de la romance, hein, une certaine dose de thriller à certains moments. C'est assez intéressant déjà de remarquer que ce film donc mélange les genres et s'affranchit de pas mal de codes du cinéma. Il faut savoir d'ailleurs que le film, et ça se sent, même si j'ai lu quelques petits trucs à son sujet ensuite, et même un peu avant d'ailleurs, il faut savoir que ce film a été quasiment tourné en impro. Godard, voilà, il prenait sa caméra, il s'asseyait dans un bar, il écrivait les scénarios et après il soufflait ça aux acteurs en lançant la caméra. Les acteurs ne savaient pas quoi faire, si ce n'est quelques grandes indications. Ils marchaient dans la rue, machin, et donc ils balançaient des dialogues comme ça aux acteurs qui jouaient ça presque sans préparation, sans préparatif avant. Puis après il y avait donc une pause synchro sur le son et tout. Ça rend l'ensemble assez détaché de tout, on sent le côté un peu pas burlesque, il faut pas exagérer, mais surréaliste de certaines scènes. On va dire, c'est un film qui a l'air léger sur des moments graves, et ça renforce aussi une sorte de réalisme dans les dialogues. On le sent que les acteurs ne sont pas tout le temps à l'aise, mais ils s'en sortent avec brio, surtout Belmondo. On voit que Belmondo va devenir un grand acteur, rien qu'avec ce genre de film-là. Et donc, un vent de liberté souffle sur le cinéma. On peut imaginer à l'époque on va dire les critiques qu'il a dû recevoir ont dû être, j'ai pas vraiment vu tout ça, mais ont dû être assez acerbes parce que ça sort totalement des conventions du cinéma bien préparé, bien léché, un art, voilà, avec des scénarios écrits, beaucoup de travail d'acteurs, tout ça. C'est totalement ici à l'opposé
On sent que le film a été fait en très peu de temps, sans budget, sans maquillage, sans lumière artificielle, ou presque, ou alors il joue justement avec les décors dans lesquels il fait jouer ses acteurs. Et pourtant, le film se suit très bien. Alors c'est vrai que malheureusement, à certains moments, il y a des longueurs, parce qu'on sent que Godard, sur certaines scènes, bah, il a été moins inspiré que d'autres, on va dire ça comme ça. Et tous ces moments, notamment où ils sont dans la chambre et tout, on part en dialogue plus ou moins métaphysique, philosophique sur la vie, c'est assez intéressant d'ailleurs. Ça donne quelques moments cultes, il faut le dire, c'est vrai. Il y a quelques dialogues qui marquent dans ce film, mais à certains moments, même si c'est pour renforcer le quotidien qui essaye de se mettre en place, paradoxalement au fait que du coup le quotidien normal ne peut être possible pour ce jeune voyou et sa copine, euh, voilà, ça traîne en longueur et on s'y perd un peu. Mais sinon, dans l'ensemble, le film jouit de quelques moments vraiment assez intéressants et plutôt kiffants, il faut le dire, par bribes, comme ça, notamment tout le début. Donc quand Michel vole cette voiture et qu'il est sur cette nationale, la nationale 7, la fameuse, entre le sud et Paris, et il se permet quelques dialogues face caméra, dont un qui est assez culte, où il dit allez vous faire foutre là. C'est assez, assez étonnant. Et c'est vrai que pour l'époque, c'était hyper novateur et ça brisait totalement les conventions, évidemment. Donc à ce moment, on brise le quatrième mur. C'était évident que dans un vent de liberté, dans un cinéma non conventionnel, donc de la nouvelle vague de l'époque, Godard tente ça. Je ne sais pas si c'est le premier à faire ça, parce que c'est pas le premier film de la dite nouvelle vague. Je crois que c'est Melville qui a fait le premier film du genre, enfin, considéré dans cette mouvance-là. Mais moi, je trouve ça intéressant. Et ça accroche le spectateur. Il y a des moments où tu es là. Tu as l'impression que la scène se joue devant toi et que les acteurs te parlent. Alors évidemment, c'est pas censé être comme ça le cinéma. Normalement, au cinéma, on te dit tu oublies la caméra et tu joues ta situation. Mais je trouve ça aussi intéressant de voir des films du genre qui ont bien sûr accouché de pas mal de trucs derrière, hein, euh, voilà, des ruptures du quatrième mur. On en a eu beaucoup dans l'histoire du cinéma. Bref, j'ai bien aimé au final. Alors oui, il y a des défauts dans le rythme, il y a des défauts dans la construction fatalement. C'est ça aussi le côté improvisé. C'est très difficile de faire un truc parfait techniquement et même dans l'émotion et autres quand on dirige ses acteurs comme ça et qu'en limite on écrit une scène 20 minutes avant de la tourner. C'est normal. Mais l'intrigue se déroule plutôt. Enfin, on suit plutôt bien l'intrigue. Donc, le voyou qui essaye de s'échapper voilà, à son destin, mais aussi à la police, puisqu'à un moment, il y a un inspecteur qui vient mettre son nez là-dedans. Un inspecteur joué par Daniel Boulanger aussi. Grand acteur de l'époque, qu'on voyait dans pas mal de second rôles, mais c'était surtout un auteur de théâtre et un scénariste avant tout. Je ne sais pas s'il a beaucoup joué finalement au cinéma, mais il a beaucoup écrit en tout cas. Et il a beaucoup écrit de dialogues. Et apparemment, il aurait aussi improvisé lui-même ses propres dialogues, ce qui renforce ses interventions, je trouve, notamment quand il menace la jeune Patricia, donc c'est l'américaine, hein, jouée par Jane Seberg, en disant attention ma petite et tout, quand il pense qu'elle essaye de cacher ou ouais, de faire en sorte que son petit ami Michel Poicard ne soit pas arrêté. Voilà, donc franchement, comme je disais, il y a des moments cultes, des dialogues cultes, des scènes assez intenses. La liberté est là. Il y a aussi le destin qui apparaît dans le film sur plusieurs clins d'œil, notamment sur des affiches de films, puisque Michel Poicard, donc, on sent qu'il vit sa vie à 100% et non sans danger. À un moment, il passe devant une affiche de cinéma qui dit il faut vivre dangereusement jusqu'au bout. C'est ce qu'il va faire dans le film. Et encore plus violent derrière, il passe devant une affiche où il y a Humphrey Bogart, là, le film s'appelle en français, en VF en tout cas, Plus dur sera la chute. Vous voyez donc déjà des petits clins d'œil à comment le film va potentiellement se finir ou comment il va continuer à se dérouler. Et on sait très vite que Michel Poicard ne pourra pas s'en sortir. Finalement, la morale finale arrive quand même à être là, même si elle n'est pas teintée d'une certaine ironie et peut-être d'une dimension satirique aussi. Mais je ne vais pas en dire plus ici parce que sinon je spoilerai le plan final et ça serait peut-être un peu dommage. Même si ce film en fait est quasiment inspoilable tant il va au-delà donc de son intrigue. Évidemment, vous l'aurez compris. Bref, c'est un film qui me permet de rentrer dans la filmographie de Godard de façon positive, même si je ne sais pas si ça me donnera envie de regarder beaucoup d'autres de ses films. J'en regarderai d'autres, certainement. C'est pas spécialement trop mon style non plus. On sent que contextuellement,
pour l'époque, c'est hyper novateur et on va dire intense à ce niveau-là. Le film a même été classé au moins de 18 ans, interdit au moins de 18 ans à l'époque de sa sortie, ce qui est complètement incompréhensible dans le visuel qu'il nous propose, mais il a été jugé irrévérencieux d'une certaine façon, peut-être irrévérencieux même envers le cinéma. Et je peux comprendre pourquoi certains cinéphiles, même encore aujourd'hui, détestent Godard ou ce film-là, et d'autres probablement derrière, parce qu'en brisant les conventions comme ça, il joue un petit peu aussi avec l'art. Et est-ce qu'on peut aller voilà, est-ce qu'on peut jouer de ces conventions-là quand on adopte donc l'attitude d'un réalisateur, donc de quelqu'un qui met en scène cet art-là. N'est-ce pas un peu présomptueux de la part de M. Godard? Certainement, on voit dans certains dialogues même qu'il règle certains comptes, qu'il est très cynique à un moment envers même la critique cinématographique. Il fait un peu preuve de jeunisme aussi. Enfin, c'est assez marrant parce qu'il était jeune à l'époque, il avait 30 ans, mais voilà, et je sais pas s'il y a une autocritique là-dessus aussi, si sur certains dialogues, il se met à la place des critiques qui vont casser son film en renforçant le trait. Mais voilà, il y a aussi toute cette scène improbable à l'aéroport où ils interviewent un écrivain, la Parvolesco, parce que l'américaine est une journaliste aussi. C'est assez étrange cette scène-là, même dans la façon dont c'est filmé, avec beaucoup de gros plans. D'ailleurs, Godard dans le film, il est beaucoup sur ses personnages, des gros plans sur les personnages, notamment quand le couple est seul et se parle. Bref, voilà, il y a des scènes qui semblent être rajoutées là pour critiquer les choses, que ce soit la société ou le cinéma ou l'industrie du cinéma ou les critiques de cinéma et tout. On dirait, pourtant c'est son premier film, hein, que Godard anticipe le fait qu'il va être totalement rejeté et qu'il même il joue de ça. Et voilà, donc il y a peut-être une sorte d'ego qui ressort de ça, et je peux comprendre pourquoi certains n'ont pas aimé et n'aiment pas encore aujourd'hui. Mais bon, voilà, moi j'ai quand même bien apprécié le côté désinvolte, le côté acerbe de la chose. Puis sur le plan technique, malgré les gros défauts, malgré les longueurs, bah, finalement ça ne gâche pas le propos d'ensemble, qui est plutôt intéressant. Et j'aime bien des fois ces œuvres un petit peu décalées. C'est mon côté rebelle peut-être, je ne sais pas. Bref, peu importe. Je pense que j'en ai à peu près, voilà, j'en ai assez dit sur ce à bout de souffle. Il est temps que je le reprenne, mon souffle. Allez, à la prochaine. Ciao.